Peut-on perdre son temps? Le sujet interroge la possibilité et ne doit donc pas être confondu, à mon avis, avec une réflexion strictement éthique sur les conditions à remplir pour ne pas perdre son temps, ni même avec une étude existentielle sur les raisons subjectives qui nous poussent à avoir le sentiment de perdre notre temps. Une telle étude, d'ailleurs, je pense, par rapport à un tel sujet, pourrait venir ensuite, mais peut-être pas en premier lieu. Un tel sujet implique de réfléchir sur la nature ontologique du temps, et ceci pour deux raisons au moins. La première, c'est que la notion de perte suppose d'abord l'idée d'une privation. Le sujet est privé de ce qui est perdu. Elle peut aussi renvoyer à l'idée d'une corruption. Ce qui est perdu est en fait dénaturé, ne correspond plus à son essence. On retrouve cette notion de perte lorsqu'on dit par exemple qu'un fichier a été perdu. Dans le cadre du numérique. En fait, souvent un fichier perdu, c'est d'abord un fichier, par exemple, corrompu. Deuxième raison, le possessif, son temps, implique que le temps pourrait nous appartenir, ou que nous pourrions avoir un temps propre, ce qui ne va pas de soi quand on pense le temps comme une dimension fondamentale du réel. Là, je vous invite à réfléchir sur le fait que lorsqu'on réfléchit sur la question du temps, on pense le temps en philosophie, souvenez-vous que souvent cette tension entre le temps objectif et le temps subjectif, est-ce qu'il existe un temps objectif? Est-ce que le temps n'est que pure expérience subjective? C'est une question qui est souvent sous-jacente en fait, au problème qu'on est en train de traiter autour du thème du temps. L'expression perdre son temps nous ramène à l'idée que nous n'utiliserions pas la quantité de temps disponible de la bonne manière, si on reprend un peu les choses à la base. Ainsi, celui qui estime qu'il perd son temps produit en fait une évaluation subjective de sa manière d'être dans le temps. Il estime qu'il perd son temps. Et donc, cette manière d'être dans le temps, en philosophie, ça nous renvoie à la notion d'existence. Je renvoie ici à la définition classique de l'existence en philosophie, qui signifie en propre être dans le temps. Donc perdre son temps serait ne pas utiliser son temps à bon escient. Or, une telle évaluation est dépendante d'une conscience qui se sait mortelle, qui a conscience de sa propre finitude. L'idée serait alors qu'une telle conscience, sachant qu'elle va cesser, qu'elle va mourir, estimerait son existence concrète comme une certaine quantité de temps disponible qu'il faudrait qualifier correctement, c'est-à-dire utiliser correctement. Perdre son temps serait donc ne pas qualifier suffisamment ce temps disponible et donc, par conséquence, ne pas qualifier suffisamment son existence. La perte de temps serait donc une perte de soi, au sens où celui qui perd son temps n'existe pas assez. En même temps, si je continue cet exercice de problématisation, il semble bien qu'un tel jugement fait erreur quand il énonce le fait que le temps est perdu, car en soi, le temps n'apparaît pas être un objet extérieur à la conscience elle-même, mais bien son milieu ou sa condition propre. Autrement dit, le temps en tant que dimension de la conscience, si ce n'est dimension du réel, ne peut être perdu puisqu'en être privé signifierait en propre être privé de conscience. Donc ici, il y aurait tout un axe problématique et argumentatif ensuite, qui se concentrerait autour du caractère peut-être essentiel du temps et de la conscience. Les deux sont consubstantiels plutôt, semblent aller ensemble. On n'imagine pas une conscience qui perdrait vraiment son temps, puisque le temps est précisément le milieu de la conscience. Par ailleurs, la perte du temps, comme évaluation subjective de la qualification de soi, dans le temps, je perds mon temps parce que je n'existe pas assez, je fais pas ce qu'il faut, etc., n'est possible qu'à la condition d'une connaissance exhaustive du temps qui est le nôtre, en plus de la détermination d'une ou deux valeurs cardinales qui devraient poursuivre le sujet, que devrait poursuivre le sujet existant. Or, la nature ontologique du temps rend précisément impossible cette préscience de ce qui va être. Il ne serait donc pas possible de savoir ce que je perds mon temps, puisque pour le savoir, il faudrait avoir une connaissance entière de son existence. Alors j'explique ici un peu plus précisément, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on dit que l'on perd son temps, c'est comme si on anticipait la totalité du temps qui nous est imparti, la totalité du temps
disponible, comme si on en avait une préconnaissance. Or, la nature même du temps, hein, son être, semble impliquer que cette préscience n'est pas possible. Justement, le temps, c'est ce qui ne peut pas être connu en avance. C'est ce qui se jette dans la noirceur ou l'ombre de l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, la notion de perte, ici, elle apparaît bizarre, parce que pour pouvoir dire que j'ai perdu mon temps, il faudrait avoir une vision totale de cette temporalité. Or, cette vision, je ne l'aurai pas, ou je ne l'aurai qu'à ma mort. Mais alors, je n'existerai plus. Il ne pourrait donc y avoir une telle évaluation qu'a posteriori, hein, c'est ce que je viens de dire, après la mort du sujet. Donc on pourrait dire qu'il a perdu son temps grâce à la comparaison entre, par exemple, un projet existentiel qu'il aurait incarné, qu'il aurait affirmé, et sa réalisation effective. Et encore, hein, une telle évaluation est problématique, car elle suppose premièrement la stabilité du projet existentiel dans le temps. Hein, je perds mon temps car mon projet existentiel est toujours le même, mais je ne le réalise pas. Et deux, la stabilité existentielle elle-même. Hein, je suis la même chose dans le temps, et mon identité dépasse la fiction narrative. Je précise rapidement ces 2 points, hein, même si évidemment il supposerait un développement plus important. La première chose, c'est que dire que je perds mon temps, ça impliquerait, donc j'ai dit, la stabilité du projet existentiel dans le temps. Or, c'est problématique cette idée-là. Par exemple, je peux estimer aujourd'hui que je perds mon temps parce que je vise à la réussite, par exemple, d'un concours difficile, et que je ne travaille pas suffisamment pour réussir son concours, mais peut-être que ce projet-là, finalement, il aura complètement changé dans 3 ans, et donc ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une perte de temps, parce que, par exemple, je m'adonne à des hobbies, je sais pas, le dessin, m'apparaîtra dans 3 ans, au contraire, comme le premier pas, la première inflexion vers un projet existentiel qui était plus authentiquement le mien. Donc difficile de dire que je perds mon temps à partir du moment où on constate dans le devenir que justement mes projets existentiels changent. Deuxième point, la stabilité existentielle elle-même, elle est remise en cause. Pour dire que je perds mon temps, il faut considérer que ce sujet est exactement le même, était exactement le même locuteur, quelle que soit la période dont on parle. Ainsi, si je dis quand j'ai 15 ans que je suis en train de perdre mon temps parce que je ne sais pas, j'ai telle ambition, j'ai l'ambition de devenir riche avant mes 20 ans, et que on considère donc cette proposition « je perds mon temps », elle ne pourrait fonctionner donc d'abord en vertu de la stabilité existentielle du projet, mais aussi en vertu de la stabilité existentielle tout court. Peut-être que ce que je suis, et donc mon jeu, mon identité, en fait, a tellement changé qu'il y a une unité fondamentale de ce que je suis. Or, peut-être qu'en fait, quand je parle, aujourd'hui moi, maintenant qui parle alors que j'ai 34 ans, ce n'est pas exactement la même personne qui parlait quand j'en avais 15. Ainsi, l'erreur viendrait d'une confusion entre perdre son temps et se perdre dans le temps. Autrement dit, nous ferions une association malheureuse entre une perte ontologique, hein, je perds le temps, ça ne veut rien dire a priori puisque le temps ne se perd pas, et un égarement existentiel. Le temps, ontologiquement, ne peut pas se perdre, puisqu'il ne relève pas d'une réalité circonscrite et localisée, mais bien d'une dimension totalisante et indépassable. Je ne peux pas être ailleurs que dans le temps, et donc je ne peux pas le perdre. Ainsi, dire que je perds mon temps, c'est signifier que je ne comprends plus le sens de mon existence dans le temps. Cela relève donc d'une perte de soi dans le devenir temporel, qui lui se maintient comme une réalité sous-jacente, inaliénable. L'impossibilité de perdre son temps ne signifierait donc pas que nous ne pouvons pas nous perdre en lui. Donc si nous reprenons le paradoxe fondamental pour le formuler, on pourrait dire ceci, hein, cette formulation, je le rappelle, c'est finalement l'axe problématique. D'un côté, il semble que l'expérience existentielle de la perte de temps est une expérience communément partagée, hein, qui peut même apparaître comme la condition même d'une conscience dans le temps. À partir du moment où j'ai conscience du temps qui passe, j'ai l'impression de le perdre. Le souvenir du passé et la conscience du passage temporel semblent bien confirmer l'idée que nous pouvons perdre notre temps, et même qu'exister suppose nécessairement perdre son temps. Et de l'autre, paradoxe, ce temps que nous faisons nôtre est toujours point de vue subjectif sur une dimension objective inaliénable, et qui ne peut ontologiquement pas être perdu. Que nous considérions
comme une réalité objective, hein, qui ne relève pas fondamentalement du sujet et qui existe comme dimension fondamentale des êtres. Hein. Je ne peux pas perdre mon temps parce qu'en fait ce n'est pas déjà mon temps et que le temps en soi est une condition, une réalité en quelque sorte qui me dépasse et qui donc ne se perd pas, hein, que je ne peux pas égarer. Ou deux, comme une réalité subjective qui rend possible l'avènement d'une conscience et dont la perte supposerait la perte même de la conscience de la perte. Alors je précise ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que le temps a une objectivité, que vous dites mais de toute façon le temps est purement subjectif, oui mais dans ce cas-là vous construisez souvent l'idée que, et là il faudrait aussi argumenter autour de ça, qu'il y a, je l'ai dit, un caractère consubstantiel entre le temps et la conscience. Le temps et la conscience finalement ne vont pas l'un sans l'autre. Et donc dire perdre son temps, ça voudrait dire perdre sa conscience. Or, pour pouvoir avoir conscience de la perte, il faut bien avoir conscience. Donc le fait de dire je perds mon temps prouve l'existence d'une conscience du temps et donc du fait que le temps n'a pas été perdu. À la fin de cette problématisation, je propose quelques références, quelques pistes référentielles, quelques propositions. Évidemment, tout ça n'est pas exhaustif. Je pense à un auteur que j'utilisais et que j'utilise souvent lorsque je parle du temps, parce qu'il est intéressant, même s'il est critiquable à plusieurs titres, mais c'est Hartmut Rosa, le sociologue, philosophe allemand de l'école de Francfort, encore actif aujourd'hui, et qui parle de l'accélération technoscientifique. Cette accélération technoscientifique, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est l'idée d'un découplage entre le rythme technoscientifique qui est exponentiel, hein, les innovations techniques sont de plus en plus rapides, et le rythme bio-humain. Notre rythme propre, en quelque sorte, qui lui ne peut pas accélérer de façon exponentielle, qui a une limite. Et donc Hartmut Rosa, il développe l'idée que le sentiment de perte de temps est tributaire d'un point de vue délétère et problématique sur notre existence sociale, qui est en fait toujours ramené à un rythme technoscientifique qui ne peut pas être le nôtre, puisque c'est le rythme justement des machines ou des systèmes capitalistes, ou des systèmes en fait technologiques en général. Deuxième référence, Bergson et la distinction entre le temps mathématique et la durée. Donc là-dessus je ferai une vidéo, mais je vous renvoie à des... Je crois avoir déjà parlé de ça dans un cours sur la chaîne, donc je vous renvoie à mes vidéos. Troisième référence potentielle, Pascal est la référence très classique de « nous ne sommes jamais au présent hein », l'idée que la conscience de la perte est condition propre de notre existence. Là aussi, ça supposerait beaucoup plus d'approfondissement. Et peut-être en dernier, Merleau-Ponty et l'idée que toute conscience est conscience malheureuse, précisément parce qu'elle est aussi conscience du temps qui passe. Voilà, je vous laisse là-dessus. Il y en aurait encore beaucoup à dire. Si vous voulez en rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.